sur ce... Voilà, j'ai lancé aussi l'enregistrement pour pouvoir, bien sûr, retrouver la session, en replay plus tard sur le site. Donc, voilà. Le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est même petite demande, c'est qu'on a eu pour les temps en sous-groupe un besoin d'animateurs de sous-groupe, pour juste continuer à faire le déroulé du temps en sous-groupe facilement. Je sais qu'on a eu 3 volontaires. Alors, je ne sais plus la liste, je crois qu'il y avait, voilà. Il y avait Geoffrey, Paul, Odile. Voilà, n'hésitez pas à renommer, comme l'a fait Geoffroy d'ailleurs, renommer donc dans vos noms, donc dans l'onglet participants. Il faut cliquer sur participants et normalement vous serez tout en haut. Et si vous allez avec votre souris sur votre nom, vous faites le petit plus et vous pouvez vous renommer. Voilà. Et mettez à la fin de votre nom ou de votre prénom ASG, comme ça nous on saura qu'il y a bien un animateur de sous-groupe par sous-groupe. Ce qui est possible que vous soyez 2 et puis après que je vous rediffuse, je vous remette dans les sous-groupes, dans les bons sous-groupes. Je crois qu'il y aura plus de sous-groupes que d'animateurs volontaires. Donc, une des propositions, et ça je le redirai, ça va être d'animer, de prendre peut-être le plus jeune du sous-groupe pour animer ce temps de réflexion. Je te propose de refaire l'introduction, Arnaud, puisque du coup, je n'avais pas enregistré. Et voilà, maintenant, on peut commencer. Merci, Bastien. Donc, je vais peut-être surtout vous dire à nouveau merci. Merci de nous avoir rejoints, d'être avec nous ensemble pour réfléchir et travailler sur la question du travail, justement, de rêver, puisque on se donne la chance de pouvoir rêver dans cette 95e session des Semaines sociales de France. Au cours de cette matinée, nous aurons trois temps de partage. Le premier temps qui commence maintenant sera un temps un peu d'information et de réflexion. Nous accueillerons un expert et 3 témoins pour cerner les enjeux de cette problématique autour du travail, et 3 témoins pour nous inspirer, pour nous partager leurs expériences, leurs rêves aussi, et nous projeter. Il y aura ensuite, à partir de 10h30 à peu près, un deuxième grand temps qui sera un temps de débat, d'échange, de rêve, surtout entre vous participants, par petits groupes, comme le disait Bastien. Ensuite, nous ferons une pause et puis nous nous retrouverons vers midi ensemble pour partager le fruit de vos réflexions, nous retrouver et voir de manière un peu prospective le fruit de l'échange et de cette matinée. Alors, premier temps un peu de cette matinée, avant de passer la parole à nos experts, effectivement, la question du travail. Quel travail désirable? La pandémie a considérablement fait évoluer notre relation personnelle au travail. Elle a modifié les relations avec l'entreprise, les autres et nos environnements, et l'environnement. Elle a brouillé les repères entre la vie personnelle et la vie au travail. La question de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est plus que jamais au centre des préoccupations, et notamment des plus jeunes. Les jeunes qui entrent sur le marché du travail sont beaucoup plus nombreux à prévoir qu'ils changeront plusieurs fois d'entreprise, voire de métier pendant leur carrière. Cela modifie la manière dont ils envisagent leur relation au travail et au monde du travail. À côté de ces évolutions, dont on ne fait que commencer à prendre la mesure, des réalités autour du travail demeurent. L'écart salarial et l'accès aux postes à responsabilité entre les hommes et les femmes, les écarts de rémunération et de modalités de travail selon le niveau d'études ou de formation, le poids du chômage, notamment chez les jeunes, et puis tant de questions sur la rémunération, la répartition, la durée du travail, plus que jamais au cœur du débat des citoyens et des politiques. Dans ce paysage, et en contrepoint et en ressource, l'histoire de la doctrine sociale catholique est liée évidemment aux transformations du monde du travail. Elle se déploie de Rerum Novarum qui posait avec force la question de la condition ouvrière, a
Populorum Progressio, qui voyait Paul VI établir que le travail devait être au service du développement humain intégral. Benoît XVI avec Caritas in Veritate, qui posait notamment la question de la dignité dans et par le travail. Et bien sûr, plus récemment, le pape François avec Laudato Si, qui posait le travail comme un des lieux où nature et humanité se rejoignaient pour former cette maison commune, tout en nous exhortant à penser le travail en prenant soin de la planète et des plus pauvres. Comment donc puiser à ce trésor de la doctrine sociale de l'Église? Comment entendre les signes des temps? Comment aussi, plus prosaïquement, peser sur les réflexions à quelques mois de la présidentielle? Comment parler de travail désirable aussi, alors que tant n'ont même pas accès au travail, ou qu'il y a encore si peu de justice ou de dignité dans les formes et les lieux de travail qui sont proposés à certains? Comment poser cette réflexion dans un cadre qui prenne en compte aussi le local et la mondialisation et les tensions entre le local et le global? Et à quel travail désirable oser rêver qui prenne en compte aspirations individuelles, relations aux autres, relations à l'environnement et bien commun? Voilà un petit peu de quoi maintenant pouvoir basculer ensemble sur l'intervention de notre expert, plus exactement de nos experts, puisqu'on a la chance d'accueillir Pierre Martineau-Lagarde et son complice Marcel Raymond. Je les remercie tous les deux. Donc Pierre Martineau-Lagarde est jésuite, il est conseiller spécial au BIT, le Bureau international du travail. Il a notamment contribué à la création d'une plateforme interreligieuse pour soutenir le travail décent dans le monde. C'est un proche évidemment aussi du CERAS que dirige Marcel Raymond, qui va converser et interroger Pierre. Marcel est par ailleurs administrateur des Semaines sociales de France, il est jésuite également, et directeur du CERAS, donc le Centre de recherche et d'action sociale. Et donc je vais leur passer la parole et ils vont nous faire un premier point sur les observations au niveau du travail dans le monde et un peu théologique. Nous allons les rejoindre. Bonjour, bienvenue à vous tous. Bonjour Pierre. Nous sommes ici dans l'atelier Quel travail désirable. Tu es conseiller à l'OIT. Est-ce que tu peux rapidement te présenter et dire un petit peu dans quel cadre tu interviens sur le travail désirable? Bonjour à tous, bonjour aux amis des Semaines sociales. C'est un plaisir de vous retrouver après quelques années d'interruption. Je suis heureux d'être là. Je suis donc au Bureau international du travail comme conseiller spécial. Cette fonction est un petit peu particulière. Elle est liée à l'histoire même de l'OIT et au lien que l'OIT entretient avec les organisations catholiques. Alors toutes celles qui s'occupent du travail et puis avec le Saint-Siège. Et donc, depuis 1926, voilà, il y a un jésuite qui travaille à l'OIT et qui est particulièrement chargé de développer, d'encourager les relations entre l'OIT et le monde catholique. Et donc, par rapport au travail désirable, l'OIT a fêté son centenaire et ce fut l'occasion pour plusieurs associations qui sont autour de la doctrine sociale et du travail de réfléchir sur ce qu'est le travail désirable. Et vous avez, enfin, le CERAS entre autres, mais pas seulement lui, a participé à cette recherche-action qui a duré à peu près 3 années. Est-ce que tu peux dire un peu dans quel cadre cette recherche-action a eu lieu, qui s'est terminée par un petit livre que je vous présente, ça s'appelle « Le soin est un travail, le travail est un soin ». Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors oui, c'est bien qu'on parle un petit peu du contexte d'élaboration de ce rapport avant d'en venir plus à des choses qui touchent au contenu. Et
et je pense qui effectivement vont nous permettre de rêver un peu à l'avenir du travail. Donc, tu parlais du centenaire de l'OIT, c'est une première chose. En fait, la question centrale qui venait avec le centenaire de l'OIT, c'est quel avenir pour le travail? Et même de manière un peu plus forte, le directeur général posait la question, mais quel avenir pour le travail voulons-nous? Pas simplement quel est l'avenir du travail qui est en train de se produire. Voilà, donc il y avait ce contexte-là. Et puis je pense que Marcel, tu rappelais le lien avec l'Organisation internationale du travail d'un côté, mais il y avait aussi le travail qui avait été fait à Rome, la publication par le pape François de l'encyclique Laudato Si, donc qui remettait au centre de la question sociale les questions de l'environnement, les questions climatiques, toutes ces questions qui n'avaient pas eu, au moins dans la tradition catholique, une place centrale. Le travail, dans la perspective de Laudato Si, était bien présent, mais en même temps, c'était peut-être pas la question qui était la plus centrale. Et donc, à la jonction de ces deux événements, donc la publication de Laudato Si et le centenaire de l'OIT, un certain nombre d'organisations catholiques en lien avec le Dicaster pour le développement humain intégral à Rome, la secrétairie d'État, nous avons commencé à mettre en place, oui, ce qu'on peut appeler une recherche-action, c'est-à-dire, moi aujourd'hui, je parlerai plutôt d'un discernement social en commun, mais on pourra revenir sur ce terme après, c'est-à-dire d'abord d'une collaboration. Ça, c'était le point le plus important. Que toutes ces organisations puissent parler et réfléchir ensemble. Alors, qui est-ce qu'il y avait? Ça allait d'un côté les patrons chrétiens, mais aussi les jeunes de la JOC au niveau international. Vous savez, il y a deux mouvements. Le mouvement des travailleurs chrétiens, les Caritas, les réseaux liés aux Scalabriniens, donc, qui travaillent sur les migrations. Donc, à Paris, il y a le CIEMI, par exemple, qui en fait partie. Un certain nombre de centres d'éthique sociale de la Compagnie de Jésus, donc comme le CERAS, par exemple, à Paris, mais d'autres, le CERAP à Abidjan. Voilà. Donc, c'était toutes ces personnes, des universitaires aussi, qui on a invité à se mettre ensemble et à se mettre autour de la table et à réfléchir à ce que pourrait être et quelle est la place du travail dans le contexte de la Laudato Si, dans le contexte de l'avenir du travail. Quelles sont nos aspirations, je pense, articulées à la vision d'un développement humain intégral? Voilà, donc on voyait bien dans le groupe qui s'est réuni comme ça pendant 3 années, c'était très international, avec plusieurs conclusions qui sont arrivées un petit peu dans la tradition du voir, juger, agir. On voyait bien que dans le voir, il y avait la double peine des plus pauvres par rapport à l'écologie, les travailleurs les plus démunis dans l'économie informelle en Inde ou au Sahel, dans l'agriculture prise en Afrique. Comment est-ce que le projet a pu définir ce qu'était un travail désirable? Pour l'instant, l'OIT, jusqu'alors, et encore maintenant, insiste beaucoup sur le travail décent. Est-ce que c'était suffisant ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé? Là, tu fais bien de rappeler ce point-là, parce qu'en fait, c'était un point assez névralgique dans la réflexion. Donc, tu as cité tout à l'heure le titre du rapport. Le soin est un travail, le travail est un soin. Donc, on avançait cette notion de soin. Alors, je pense qu'en plus, en français, la notion de soin amène immédiatement à l'hôpital et au contexte de la pandémie. Alors, évidemment, cette résonance était importante. Mais bon, je pense que si on prend le mot en anglais, c'est celui de care qui venait. En espagnol, c'est celui de cuidar, de protéger aussi, de conserver. Donc, ce mot est venu là, et la question immédiatement qui s'est posée, c'est est-ce que on peut parler du travail comme soin si on ne prend pas complètement en cause les questions de dignité et alors le terme qu'utilise la doctrine sociale, c'est plutôt la dignité,
et à l'OIT, c'était celui du travail décent. Après le centenaire, la formule adoptée, c'est celle d'un travail qui met l'homme au centre. Mais bon, je pense que la question de... La réponse de notre groupe a été très claire là-dessus, c'est qu'on ne peut pas parler de soins si on ne parle pas d'abord de la dignité au travail. Et de la dignité dans tous ses sens, c'est-à-dire non seulement du respect pour les droits fondamentaux, mais aussi de la dignité comme faisant référence aux aspirations fondamentales de l'homme. Là encore, c'est à la question du développement humain intégral qu'on renvoie. C'est que si le travail dans sa forme négative est aliénant, on ne peut pas parler de soins. Ça n'a pas de sens. Alors ça, c'était la base. Après, je pense que peut-être que tu auras envie, je te suggère la question suivante. Mais la question suivante, c'est de dire, mais qu'est-ce que ça rajoute de parler de soins? Voilà, mais qu'est-ce que ça rajoute justement, puisque ça. Moi, j'avais une question plutôt sur le rapport à la gouvernance aussi, parce que on le voit bien en parlant de pandémie, il y a quelque chose qui est de l'ordre justement de la gouvernance mondiale, et à l'OIT, c'était important cette question-là. Mais on peut y venir, mais je pense qu'il faut d'abord qu'on parle de cette dimension du soin. Je pense que le vidéo message du pape à l'OIT, là, le 17 juin dernier, qui reprenait cette formule-là aussi était intéressante pour nous à entendre, c'est-à-dire qu'il insistait sur la dimension relationnelle du travail. C'est-à-dire que le travail s'inscrit non seulement dans un processus de transformation. On a parfois cette vision du Saint-Joseph artisan, on va transformer, on va être menuisier, on va prendre notre morceau de bois, on va le transformer. Il n'y a pas que ça. Le travail, dans beaucoup de contextes, s'inscrit dans une relation à nous-mêmes, une relation à nos semblables sur nos lieux de travail, même si celle-ci est un petit peu éprouvée en ce moment avec la mise à distance, le télétravail, voire les fermetures temporaires. La relation à nos communautés et à nos sociétés. Et puis enfin, en dernier lieu, aussi, je pense que ce qui est important de rappeler dans le contexte de la Laudato Si, la relation à notre environnement ou à la création. Et non pas dans une relation qui serait sujet-objet. Enfin, je veux dire que la création ne serait qu'un objet que nous aurions à transformer ou à protéger, mais comme une relation qui fait de la création quelque chose qui est aussi un sujet dans lequel on entre dans une relation. Donc on protège, on accompagne. Je crois que c'est des mots nouveaux qu'il faut remettre au cœur du travail et se demander évidemment qu'est-ce que ça change à partir de là. C'est-à-dire que le mot le travail est un soin, le soin est un travail dans un sens ou dans un autre. C'est à la fois une vision et une côté utopique, mais ça doit aussi avoir une vision, permettre une vision critique des situations. Est-ce que, en continuant dans le même thématique, est-ce que le fait de rentrer avec le mot soin, est-ce que ça veut dire aussi que par rapport à l'OIT ou par rapport à l'habitude du travail, on sort d'un travail de capitalisation, de croissance en fait, parce que jusque maintenant, on travaillait pour extraire et transformer, pour recueillir des fruits ou en agriculture. Est-ce que le fait de passer à un travail relationnel est antagoniste à un travail productif? Oui et non. Tu sais, depuis la fondation de l'OIT, on dit le travail n'est pas une marchandise. Donc l'expression est ancienne, elle est arrivée par les États-Unis vers l'OIT, mais on la retrouve dans le Quadragesimo Anno, on la retrouve dans un certain nombre de textes aussi. Dire que le travail n'est pas une marchandise, ça veut dire qu'on n'est pas dans le rapport capital-travail, on ne met pas le travail au même niveau que le capital. Je veux dire, il y a quelque chose d'autre et que l'humain ne se réduit pas
a une valeur de marchandisation. Ça, je pense que c'était déjà là, d'une certaine manière. Le défi, souvent, c'est de se donner les mots pour se saisir du contexte où nous sommes aujourd'hui. Alors, il y avait une phase d'industrialisation qui avait connu une première phase de mondialisation avant la Première Guerre mondiale. L'OIT arrive au milieu de cette phase-là. Très vite, il y a la première crise financière mondiale. Peut-être pas la première crise, parce qu'en fait, il y en a eu d'autres avant, mais la crise de 29-32 a été quand même considérable. L'OIT renaît de ses cendres, ou pas de ses cendres, mais en tout cas des cendres de la Deuxième Guerre mondiale au sein du système des Nations Unies. Les questions de décolonisation, les questions de développement apparaissent et il faut à nouveau retrouver, se ressaisir des enjeux. Aujourd'hui, c'est la même chose, il faut arriver à se ressaisir des enjeux. Alors les enjeux, on en les mentionne et déjà, il y en a un sur lequel on ne s'est pas beaucoup attardé, qui est celui de tout ce qui est numérisation, digitalisation, enjeu de l'Internet, de l'intelligence artificielle. Ça aussi, ça faisait partie de l'arrière-fond et c'est extrêmement présent. On voit que par rapport à ça, les crises ont à la fois des effets d'accélération dans l'utilisation des outils, dans certains contexte. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui est un peu un exemple de ça, mais ça se multiplie à l'infini. On passe notre temps maintenant à tout faire à distance, ce qui, il y a encore 5 ans, ne se faisait qu'à travers des réunions internationales. Donc, il y a des mutations qui sont extrêmement fortes. Donc, il y a cet arrière-fond-là. Et puis, je pense qu'il y a cette conscience qui est de plus en plus prégnante des défis climatiques et environnementaux qui sont multifaces. Je pense qu'on n'en a pas encore pris complètement toute la mesure. Hein. On sort de la COP26, là, donc on était un petit peu dans la perspective environnementale climat. On n'est pas sorti de la pandémie. Et je pense qu'en même temps, à travers ça, on voit bien qu'il y a quelque chose à la fois du quotidien auquel on pourrait aspirer autrement, et puis en même temps des choses qui ont des racines anthropologiques assez profondes, qui peut-être nous font réfléchir sur comment on se situe dans notre travail, dans notre manière d'être, par rapport à l'environnement dans lequel on est. Et donc, la formule le soin, c'est un peu ça, c'est essayer de ne pas décoller de chacun et de l'individu en posant la question, en ayant un mot qui résonne aussi pour chacun. Et en même temps de pouvoir prendre en compte des questions qui sont locales, régionales et globales. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose dont on prend la mesure aujourd'hui, c'est-à-dire que il n'y a pas 2 échelles ou 3 échelles. Hein. Parfois, on oppose le global au national. On a vu sur beaucoup de questions que le local, parlons de l'échelon d'une municipalité, d'une ville, d'un territoire, d'un terroir, on dit en France parfois, est connecté à ce qu'on peut faire au niveau national et aussi à ce qu'on peut faire au niveau global dans la réponse. Donc, voilà. Dans le travail dans le projet qui a été lieu, on fait aussi le lien entre le travail comme soin et aussi la question du bien commun qui est importante. Donc, on voit bien que le bien commun, c'est aussi, alors c'est pas le bien général, c'est pas, voilà, mais c'est quand même, pour Laudato aussi, le bien commun, c'est quand même la sauvegarde de la planète, de notre maison commune. Je vois bien que le mot soin a un effet, puisque c'est quand même aussi un terme qui est lié aux soins de la maison commune. Voilà, comment est-ce que, par rapport, par exemple, à ce qui se vit à la COP26 et puis aussi ce qui se vit au niveau de l'OIT, c'est-à-dire la prise en compte des questions climatiques et écologiques au niveau commun. Voilà. Quel est le travail désirable et quelles sont les conditions qu'il faudrait
voir advenir pour que ce travail désirable puisse se réaliser, disons? La première chose qui vient à l'esprit, et je pense que ce n'est pas la partie qui a été centrale dans la COP26, c'est la question de la transition. Alors, je n'aime pas ce terme-là parce que le terme voudrait dire d'une économie carbonée à une économie moins carbonée ou décarbonée. Bon, donc, on imagine qu'il va y avoir une transition. Le monde du travail va prendre des chocs assez considérables si on suit ça. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, ce n'est pas un processus, il ne faut pas, je pense, penser à un processus qui va être comme une route, un long chemin tranquille. Donc, il y a des dimensions qui viennent assez fortement et qui doivent être prises et qu'on a entendu aussi pendant la pandémie. Elles touchent à la protection des travailleurs, à la protection des travailleurs au sens large, hein, pas simplement ceux qui sont intégrés à des… Oui, pour te dire, l'insistance dans le groupe aussi, c'était sur les travailleurs migrants. Combien ils étaient vraiment… Les travailleurs migrants en sont un groupe. Ils sont doublement ils sont vulnérables, mais ils peuvent risquer d'être doublement vulnérables, même si il ne faut pas oublier non plus que la migration fait partie, dans la doctrine sociale de l'Église, elle a été représentée toujours comme quelque chose de positif. Hein. On a une tendance à dire que le migrant est celui qui est vulnérable, mais le choix de migrer doit rester une possibilité. Et donc, pour conclure, dans le travail désirable, ce que j'entends aussi, c'est aussi l'importance du soin de la planète, mais aussi l'importance du soin du travailleur. C'est-à-dire, les travailleurs en général vont être confrontés à des grosses… du travailleur et l'importance du soin dans tout ce qui est le travail. Oui, oui. Mais ce que j'entends chez toi aussi, c'est que l'OIT se rend compte qu'il va y avoir des gros chocs, pas seulement l'OIT, tout le monde, et qu'il y aura besoin de soins, d'accompagnement pour toutes ces personnes qui vont être, comme déjà le cas avec les transitions écologiques, disons. Donc, comment est-ce qu'on peut, chacun à notre place, participer à cet événement de ce travail désirable qui va survenir après lorsqu'on aura décarboné les choses, l'économie, lorsque l'économie sera plus circulaire et autres? Je pense que je vais faire une réponse de Jésus. Et je pense que déjà ce travail est en cours. Qu'il y a un certain nombre de gens, toi, moi, n'importe… Je veux dire, je pense qu'on est à chercher une manière de travailler au quotidien qui rende ce soin plus actif. Je pense qu'il y a des choses qui sont déjà en cours. Il y a des initiatives, des expériences. On était à Marseille dans un forum avec la famille ignatienne et moi j'ai participé à une réflexion sur les communs. On voyait qu'il y avait un foisonnement d'initiatives de gens qui ont choisi de quitter un mode de travail pour s'engager dans d'autres formes de travail. Il y en a des classiques qui sont de forme coopérative, il y en a d'autres qui touchent à l'économie sociale et solidaire, il y en a d'autres qui sont complètement dans d'autres modes d'invention du public et du privé pour inventer de nouvelles manières de répondre aux aspirations qui sont là. Donc ça, c'est vrai. Il y a aussi des formes de ce travail qui sont aussi de maintenir des exigences en termes de droits et de protection. Et ça, je pense ça fait partie de quelque chose qui n'est pas toujours facile à dire, mais nos collègues d'Inde, quand on a commencé à les interroger en nous disant c'est bien, ce travail est un soin, ils disent attention, nous sommes face à un contexte où actuellement les droits au travail sont en diminution, un certain nombre de législations ont été mises en place qui sont davantage pro-business que pro-protection des travailleurs. Enfin voilà, moi je cite nos collègues indiens là-dessus. Mais je pense qu'on pourrait aller chercher un certain nombre d'exemples ailleurs aussi, et que ça,
que s'interroger sur aussi les inégalités qui continuent d'augmenter. Et c'est aussi problématique dans ce soin-là. Enfin, je veux dire, je pense que il y a des choses qui sont de cet ordre-là aussi, et qui sont structurelles en même temps qu'elles sont. Est-ce que on va terminer ici cet entretien, mais quel serait, enfin, moi j'ai entendu dans les conversations souvent qu'à l'OIT, il y avait une place très réduite des gouvernements, des représentants nationaux, disons. On voit bien un peu un repli sur le nationalisme ou sur le souverainisme national, disons. Comment est-ce que tu penses qu'un tel rapport sur le soin et puis le lien travail et écologie, transition, va faire bouger les lignes, je dirais, un peu politiques en termes de politique macro, disons? Ouais, je pense que c'est un peu du wishful thinking, hein, mais parce qu'on est toujours modeste. Hein, je pense quand on avance dans ce genre de réflexion au travail, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà en marche. Moi, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est de travailler à ce que les différentes initiatives, les différents lieux où il y a une réflexion, les différentes aspirations se rencontrent. Mais c'est très bien. Moi, j'ai été témoin de ça dans le travail qu'on a fait ensemble avec l'OIT et avec le Dicaster, de voir combien syndicats, associations, mouvements, on le voit aussi à la COP26, il y a plusieurs convergences de lutte. Et c'est sûr que les fragilités ou les timidités sont souvent plutôt au niveau des États, mais certains États bougent beaucoup. Je pense que, voilà, donc il y a un aspect très politique. Il y en a qui avancent à un moment et qui reculaient avant. Voilà. Hein. Mais on sent, mais ça c'est typique des semaines sociales de France. Je pense que l'investissement politique, l'engagement politique est évidemment essentiel pour faire advenir ce travail désirable. Et je te remercie vraiment, Pierre, d'avoir participé à cette interview. Merci à tous et à tous les participants. Heureux de vous rejoindre dans cette réflexion. Merci. Merci beaucoup Pierre et Marcel pour cette très stimulante mise en perspective. Beaucoup de choses importantes ont été dites. Difficile d'en faire la synthèse et c'est pas tout de suite l'enjeu, même si on a beaucoup entendu l'enjeu du soin, la question de la relation, la dimension relationnelle du travail, le mot de dignité, l'enjeu de l'engagement politique, mais on reviendra certainement sur tous ces points importants au cours de nos débats et des échanges en atelier tout à l'heure. Je voudrais maintenant donner la parole à nos trois témoins pour nous aider encore à réfléchir ensemble, à mettre en perspective cette matinée. Donc, nous allons accueillir Marie Krugler. Bonjour. Marie est directrice des ressources humaines chez Clarins, donc une grande maison à la fois française, familiale, internationale. Vous allez nous expliquer tout cela, Marie. Vous êtes par ailleurs membre des MCC, du mouvement chrétien des cadres et dirigeants. Merci beaucoup, Marie, d'être avec nous et pour votre témoignage. Bonjour à tous. Alors, merci d'abord aux Semaines sociales et au MCC de me permettre cette intervention ce matin, ce témoignage. Cette prise de parole vient en réponse à cette sollicitation sur le fait de témoigner d'un rêve, rendre le travail plus désirable. Alors, ce que je voudrais juste dire en introduction et avant d'aller plus loin, c'est que je ne prétends pas avoir mené un projet d'envergure pour transformer mon entreprise, mais je préférais partager avec vous une contribution plus au quotidien à travers des actions
et aussi des principes, des valeurs qui m'animent dans mon travail, dans l'incarnation de mon travail. Donc, moi, effectivement, je suis DRH. J'ai eu une carrière internationale dans diverses entreprises, françaises pour la plupart, comme le groupe Bouygues ou le groupe Bolloré. J'ai aussi fait du conseil dans un grand cabinet de conseil et aussi dans un petit cabinet de conseil qui avait pour mission de développer un réseau d'institutions de microfinance dans les pays émergents. Et mon parcours m'a amené à voyager beaucoup et aussi à connaître différents contextes professionnels. Quand on fait du conseil, on est amené à aller chez des clients qui ont des identités différentes. Et j'ai notamment passé quelques mois, par exemple, au sein de France Télévisions et quelques mois aussi, par exemple, à la Caisse des dépôts et consignations. Tout ça pour vous dire que voilà, mon métier m'a offert de découvrir plusieurs contextes. Et cette découverte m'a infiniment nourrie et je pense m'aide aujourd'hui dans la pratique de mon métier et la façon de l'aborder. Donc voilà, pour finir ma présentation, avant d'arriver à mes propos, effectivement, je suis membre du MCC depuis un peu moins de 10 ans et je suis très contente d'être au sein d'une équipe et de la rencontrer tous les mois parce que ce cheminement en équipe est important pour moi. Et voilà, j'ai 41 ans, je suis mariée, j'ai un enfant de 11 mois. Voilà pour ma présentation. Ce que je vous propose, du coup, c'est de poursuivre avec ce que je souhaitais partager avec vous ce matin. Donc, mon témoignage portera plus sur une approche très pragmatique et empirique de mon métier. Et mon métier, c'est en qualité de DRH, c'est vraiment de remettre l'humain au cœur, d'être au service de la relation humaine en entreprise pour bien sûr viser la performance individuelle et la performance globale de l'entreprise. Dans la pratique de mon métier, ce qui m'anime vraiment et ce à quoi je me réfère souvent dans les choix et les décisions que je suis amenée à prendre, c'est toujours à garder en mémoire le principe de subsidiarité, qui est cher à la doctrine sociale de l'Église, mais qui est aussi quelque chose qu'on peut appliquer dans énormément de contextes. Ce principe qui vise à privilégier le niveau inférieur d'un pouvoir de décision aussi longtemps que le niveau supérieur est moins efficace. Et ça, c'était la petite définition que j'ai trouvée sur Wikipédia en essayant d'alimenter et de réfléchir à cette intervention. Donc, il y a ce principe de subsidiarité qui est vraiment clé. Et un autre mécanisme, alors je n'ai pas réussi à le traduire très proprement en français, mais ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire le fait de solliciter le pouvoir d'agir des individus, des groupes d'individus. Et en l'occurrence, l'empowerment en entreprise, pour moi, c'est mobiliser les collaborateurs et les managers sur leurs propres conditions de travail, les inviter à aller vers plus de responsabilisation et d'autonomisation. Pourquoi je pense que c'est important d'avoir ces deux points en tête? Parce qu'en entreprise, ce qui est important, c'est dans la relation humaine, c'est de mettre d'un côté en avant le manager, parce que c'est un terme générique, mais on est beaucoup à être manager. Et ce manager, il a une vraie mission en entreprise. Il doit connaître son niveau de délégation, son niveau d'autorité, et il a aussi une vraie part de responsabilité dans la relation humaine au travail, et son action est clé au quotidien. Ça, c'est d'un côté le rôle du manager, mais aussi ce que j'aime à remettre en avant, c'est aussi le rôle de tout un chacun dans l'entreprise, à savoir le collaborateur. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas dirigeant ou chef d'équipe qu'il n'a pas un rôle et une contribution attendue, une contribution qui va bien au-delà de sa description d'emploi ou de fonction, qui est aussi à contribuer au vivre ensemble et au devenir de l'entreprise. Et ces deux principes, pour moi, et ça fait vraiment, je pense, ça vient nourrir ce rêve de remettre l'humain au centre, ce principe et ce mécanisme d'empowerment vise vraiment à réhumaniser le travail, c'est-à-dire à ne plus se cacher derrière des procédures, des processus, des règles et à dire c'est comme ça, on applique, mais ça vise à redemander aux acteurs d'être porteurs d'un message et de remettre l'homme au cœur de ces processus. Et pour que cela fonctionne, il convient à chaque fois
pour que cela incite systématiquement à l'action, de rappeler le sens dans toutes les actions qu'on mène, le sens, le pourquoi on fait quelque chose. Et si on met en avant le principe de subsidiarité, le mécanisme d'empowerment, il faut vraiment à chaque fois remobiliser ça pour qu'on puisse réaliser la mise en œuvre et déclencher l'action des individus. Donc ça, c'était un petit peu peut-être théorique et c'est ce que je voulais mettre en avant, mais c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien dans des actions. Alors peut-être pour parler plus d'initiatives concrètes de qu'est-ce qui au quotidien, comment ça s'incarne au quotidien, je voulais mettre en avant peut-être 2 initiatives qui peuvent être assez simples mais qui, pour moi, font aussi la différence dans le sens où on écoute, on sollicite les acteurs et les collaborateurs dans leur rôle. Le premier exemple que j'aimerais donner, c'est une initiative qu'on a mis en place avec mes équipes à l'occasion des négociations, notamment d'accords collectifs d'entreprise, parce que ça fait partie de mon métier, de contribuer et de préparer, d'animer la négociation pour arriver à un accord. Et ces accords, les débats qui aboutissent à des accords sont de magnifiques plateformes d'échange et de mobilisation. Or, on constate que, par exemple, sur une population siège qui est composée essentiellement de cadres, on n'a pas tant de mobilisation de collaborateurs autour de ces thématiques parce qu'on négocie avec les représentants syndicaux. Les représentants syndicaux sont de moins en moins représentés en entreprise. Donc, ce qu'on a fait pour justement toucher le collaborateur in fine et avoir sa contribution dans la discussion sur les enjeux des accords, ce qu'on met en place systématiquement, ce sont des groupes de réflexion basés sur la base du volontariat en amont de nos négociations d'entreprise, où on demande à des collaborateurs de participer à des séances de ce qu'on appelle brainstorming ou d'échanges de plateformes sur les enjeux de l'accord. On fait ça avec des collaborateurs, on le fait avec des managers, et ceci vient nourrir ensuite le débat qu'on a de façon plus formelle avec nos délégués syndicaux. Cette initiative aide aussi à justement valoriser l'homme, le collaborateur qui demain se verra affecté par cet accord et faire en sorte qu'on l'écoute et qu'on le considère comme partie prenante. Donc, à défaut d'engagement traditionnel, je dirais, des syndicats et le fait qu'ils soient de moins en moins représentatifs, on espère par cette initiative néanmoins avoir cette plateforme d'échange en amont de la signature d'un accord. Ça, c'était par exemple une initiative, on l'a vraiment vécu cette année avec, par exemple, le sujet du télétravail sur lequel on a débattu pour aboutir à un accord. Une autre initiative, et j'en aurai que 2 pour ne pas prendre trop de temps, la deuxième initiative que je voulais juste partager avec vous, qui peut là aussi paraître très triviale et qu'on a réussi à mettre en place et qu'on a dû mettre en place l'année dernière, compte tenu de la crise qu'on a vécue et du fait qu'on soit tous très, très loin des uns des autres et qu'on était tous derrière nos bureaux comme on l'est aujourd'hui à regarder des petites vignettes qui s'animent. On a mis en place ce qu'on appelle les call managers, donc ce qu'en français, ce serait des réunions de managers online. Et tous les trimestres, on aide nos managers à traiter les sujets d'actualité, par exemple en amont des campagnes d'évaluation annuelles, en amont de la construction des plans de formation. On a une séance d'1h30 où mon équipe rappelle d'abord les quelques principes de fonctionnement, les règles, et ensuite on a une plateforme d'échange avec les managers où ça devient un débat et ça crée un sens de communauté, un sentiment. Beaucoup de managers se disent du coup moins isolés dans leurs responsabilités et contribuent et partagent des bonnes pratiques. C'est quelque chose qui, encore une fois, pourrait être peut-être du b.a.-ba, mais qui, quand on a été l'année dernière très loin des uns des autres, où on n'avait plus de contact social, où les relations humaines ont vraiment été réduites au minimum ou alors très altérées par cette distanciation, on a mis en place ça qui, du coup, a généré à nouveau un engagement et une mobilisation des uns et des autres. Je pourrais vous citer beaucoup d'autres initiatives qu'on a qu'on a mis en œuvre, que ce soit l'année dernière avec la crise, mais aussi d'autres initiatives en lien avec l'intégration des jeunes ou
qu'est-ce qu'on fait pour mettre en œuvre nos visions et nos valeurs en entreprise pour justement remettre l'homme au cœur. Ce que je voudrais juste dire pour finir, c'est que moi, j'aime me rappeler la méthode des petits pas. C'est de se dire, il convient toujours de bien avoir en tête la finalité qu'on vise, mais il convient d'abord de travailler les petites choses à accomplir sur le chemin pour y arriver. Et ces petites choses à accomplir sur le chemin pour y arriver sont faites d'actions auprès des uns et des autres. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, dans mon rêve, pour mettre l'homme au cœur et réenchanter ou faire à nouveau rendre le travail désirable, je dirais 3 petites choses pour finir. C'est que, et je pense que si chacun en pratique ça, c'est déjà un grand pas. C'est toujours traiter son prochain comme soi-même ou comme on espérait qu'on soit traité soi-même. En tout cas, c'est quelque chose que moi, je garde très précieusement au fond de moi à chaque fois que je rencontre quelqu'un. Le deuxième point, c'est de l'humilité dans l'écoute de l'autre sur son besoin. Et ce besoin, il est rarement exprimé aussi clairement. Il est souvent masqué et j'ai, moi, un rôle de serviteur, de facilitateur pour que ce besoin s'exprime. Et dernier point, parce que ça va aussi dans le thème de ce matin, c'est parfois oser guider vers des chemins qui sont parfois en dehors de l'entreprise. Il faut avoir ce courage-là aussi. Pourquoi ? Parce que parfois, le chemin de l'entreprise n'est plus en adéquation, en adhérence avec l'aspiration du collaborateur. Et parfois, ça s'avère nécessaire de remettre chacun dans une certaine démarche congruente. Et ça, j'y crois fortement. Ça ne veut pas dire que parce qu'on sort quelqu'un de l'entreprise, on n'a pas le devoir ensuite de l'accompagner pour qu'il se réinsère ailleurs. Mais parfois, il faut oser le suggérer et l'aider. Alors, ça peut paraître étrange de dire ça pour une DRH, mais j'en suis foncièrement convaincue. Voilà, je m'arrêterai là parce que j'ai déjà fait mes 10 minutes. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et je vous laisse donc la parole au second témoin. Merci. Un très grand merci, Marie. Merci vraiment pour votre témoignage, à la fois inspirant, concret aussi. C'est ce qui va nous aider à réfléchir. Merci de votre insistance et ce souci de remettre l'humain au cœur, réhumaniser le travail et de nous montrer par ces quelques exemples que il ne s'agit pas pour vous d'incantation ou simplement de mots, mais d'un travail en responsabilité au quotidien avec des choses concrètes, ces petits pas que vous évoquez, et c'est très important, cette question de l'alignement aussi du manager, être aligné entre ses sources et son agir. Merci beaucoup, Marie, et on reviendra au cours des ateliers sur vos provocations à penser et à réfléchir. Merci. Nous allons accueillir maintenant Vincent Godbout, un autre témoignage, un autre témoin. Vincent est délégué général de Solidarité Nouvelle face au chômage. Évidemment, tout le monde connaît Solidarité Nouvelle face au chômage. Donc, c'est un des acteurs majeurs, une grande association dans le champ de la solidarité, qui est spécialisée dans l'accompagnement individualisé des personnes au chômage. Solidarité Nouvelle face au chômage, ce sont plus de 2500 bénévoles qui se battent quotidiennement pour éviter l'isolement des personnes face au chômage. Et il nous a paru important, avec Vincent et à travers son témoignage, au cœur de cet atelier sur le travail désirable, de faire place, évidemment, aussi aux réalités, à la voix des personnes qui cherchent à trouver ou à retrouver un travail, qui ne sont pas encore soit dans le monde ou qui sont en période de transition ou qui ont perdu ou pas d'accès au travail. Voilà, on n'oublie pas aussi cette réalité-là. Ça nous paraît déterminant. Donc, Vincent, bienvenue et merci à vous.
Alors, je crois qu'il y a votre micro, Vincent, qu'il faudrait… On ne nous a pas entendu démarrer, si j'ose dire. Oui, bonjour Arnaud, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci aux Semaines sociales pour cette invitation. Je pensais intervenir ce matin avec Christine. Christine, c'est une jeune maman qui est seule avec ses 2 jeunes enfants, qui est accompagnée par SNC depuis quelques mois, donc SNC, Solidarité Nouvelle face au chômage. Et donc, avec ses 2 enfants, elle n'a pas pu se libérer ce matin. C'est une des difficultés qu'elle traverse aussi au quotidien pour aller participer à des sessions de recrutement, à nos rendez-vous d'accompagnement, qui est la difficulté parfois de faire garder aussi ses enfants. Christine a aussi souffert de grandes difficultés de santé au cours de sa période de chômage. Pour ma part, donc, je suis le délégué général de Solidarité Nouvelle face au chômage. On a été créé en 1985 sur finalement un principe très simple. Si chacun d'entre nous donnions un peu de notre temps, si nous partagions un peu de nos revenus, on pourrait certainement lutter mieux, plus efficacement contre le chômage et ses effets. Et donc, en fait, les bénévoles de SNC donnent du temps, partagent de leurs revenus simplement pour accompagner gratuitement ceux qu'on appelle, nous, des chercheurs d'emploi à SNC. Ils donnent aussi un peu de leur temps, partagent de leurs revenus pour créer des emplois dans des structures de l'économie sociale et solidaire, pour donner aussi la parole et faciliter l'expression des chercheurs d'emploi. Et évidemment, nous, comme association, nous tentons de porter la parole de ces personnes dans le débat public. J'ai bien aimé la parole de Marie tout à l'heure qui disait je suis là pour faciliter l'écoute de mes collaborateurs. Et ben nous, à SNC, depuis bientôt 40 ans, on tente de faciliter la parole et l'écoute des chercheurs d'emploi. Et nous avons créé, il y a maintenant 2 ans, un laboratoire avec des entreprises engagées, avec les acteurs du service public de l'emploi et avec les premiers experts du chômage que sont les chercheurs d'emploi, un laboratoire pour tenter d'innover et d'expérimenter des nouveaux modes de recrutement et d'intégration dans l'emploi. Aujourd'hui, SNC, c'est simplement 2500 bénévoles qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, qui sont formés et qui accompagnent chaque année environ 3500 à 4000 chercheurs d'emploi, dont les 2 tiers trouvent une solution en 9 mois, et ce, quel que soit le contexte économique. Donc la méthode de SNC est éprouvée aujourd'hui. On est aussi partenaire du service public de l'emploi, bien sûr, avec lequel notre action est vraiment complémentaire. Le service public de l'emploi étant bien sûr Pôle emploi, les missions locales, l'APEC, mais aussi maintenant l'AFPA, parce qu'il est important de parler de formation aussi. Depuis plusieurs années, on propose à la société tout entière et aux dirigeants de changer de regard sur Christine, la personne qui devait être avec moi ce matin, mais aussi finalement de toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi, qui cherchent du travail, qui n'ont pas tout à fait encore retrouvé la confiance nécessaire et qui souffrent, comme le disait le premier interlocuteur, de solitude, d'isolement, bref, dont le lien social a été vraiment cassé. Nous, ce qu'on souhaiterait aussi aujourd'hui, c'est vraiment que nos dirigeants puissent arrêter le jeu des petites phrases, des petites polémiques, et peut-être inviter aussi les recruteurs, comme les dirigeants, à faire une petite partie du chemin pour arrêter de ne recruter que des clones, d'écouter les paroles en vérité et les propositions des chercheurs d'emploi. Pour mieux entendre, pour mieux prendre en compte les talents de ces personnes, leurs compétences. C'est d'ailleurs ce qui a motivé la création avec le comité de solidarité chrétien avec les chômeurs, la création du collectif pour la parole de chômeurs, dont vous entendrez bientôt parler. Enfin, car Christine
vous l'aurez dit mieux que moi, mais il est important de veiller à la santé. Alors, j'ai beaucoup été intéressé par la question du soin, et là, je le prendrai sous l'aspect santé, santé physique, mais aussi santé psychologique des chercheurs d'emploi. Car oui, le chômage nuit gravement à la santé, jusqu'à parfois détruire la vie. Et comme on le pense, la santé des chercheurs d'emploi est une problématique de santé publique. Parce que si on veut avoir des salariés qui sont en bonne forme, il faut se préoccuper de leur santé pendant qu'ils sont au chômage. Alors oui, comme on l'avait proposé il y a 3 ou 4 ans, Pôle emploi, les acteurs du service public de l'emploi commencent à prendre en compte cette problématique de santé. Mais il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, surtout dans la période qu'on traverse actuellement. Enfin, je ne suis pas là pour entrer dans les statistiques. Et avant de conclure avec mes rêves que je souhaiterais vous partager, il me semble important, intéressant, et sans vouloir opposer les plus jeunes aux plus seniors, de considérer qu'à 45 ans, les personnes ne sont pas des incompétents, qu'elles ont toujours des talents, qu'elles ont toujours des compétences, qu'elles sont utiles encore à l'entreprise. Et de notre point de vue, à SNC, il ne pourra pas y avoir de réelle réforme des retraites sans prise en compte préalable des compétences des seniors, sans toujours, bien sûr, opposer les jeunes qui sont dans des situations difficiles pour trouver leur premier emploi à ces seniors qui, à 40 ou 45 ans, sont mis de côté aujourd'hui pour une bonne part et qui ont beaucoup de mal à rebondir puisque le chômage des seniors continue malheureusement d'augmenter. Alors, pour conclure, j'aimerais vous partager mes 3 rêves, finalement, que j'ai écrits, que j'ai envoyés aux organisateurs des semaines sociales. Alors, ils reprendront un peu ce que je viens de vous dire, mais il nous semble important à SNC qu'enfin les décideurs fassent une partie du chemin pour rencontrer, pour écouter la parole, les propositions des chercheurs d'emploi. C'est dans cette optique qu'il y a 4 ans, à SNC, on a créé la plateforme Expression, une plateforme digitale, mais aussi des ateliers en présentiel pour que les chercheurs d'emploi puissent s'exprimer et proposer des solutions, souvent concrètes, souvent pragmatiques, mais qui peuvent aussi contribuer au changement de regard de la société tout entière face aux chercheurs d'emploi. Ceci à l'heure où 6 actifs sur 10 ont connu une période de chômage au cours des 10 dernières années. C'est ce qu'on a pu vérifier à SNC avec un baromètre qu'on publie tous les ans au printemps avec Opinionway. Le deuxième rêve que j'ai, c'est vraiment que les notions de bien-être au travail, de travail à temps choisi, de sens au travail et de sens du travail, de santé au chômage soient mieux explorées pour contribuer finalement à un meilleur équilibre, parce que peut-être les premiers intervenants parlaient de soins, de care, un meilleur équilibre des vies familiales, des vies amicales et des vies personnelles de chacun. Enfin, le troisième rêve que j'aurais, c'est qu'enfin la vie au travail puisse être envisagée avec une vraie sérénité, du fait des propositions de formation, des adaptations des outils et des méthodes de travail, des possibilités d'aménagement de postes, par exemple, mais aussi de cumul de dispositifs tout au long de la vie. Voilà, je vous souhaite une bonne réflexion, une bonne journée, de beaux ateliers et de belles propositions, parce que je suis certain que dans vos 100 têtes, il y a beaucoup plus de propositions, de rêves que dans la mienne. Voilà, bonne journée à tous, à bientôt. Merci beaucoup, Vincent. Merci de votre témoignage. Merci à travers vous du témoignage de cette personne que vous évoquiez et à travers elle de toutes les personnes que Solidarité Nouvelle face au chômage accompagne inlassablement. Et nous voulions faire place à ces réalités-là, évidemment, au cœur de nos rêves sur le travail. Merci aussi de ces mots, on y reviendra, engagement nécessaire, déplacement du regard, changement de notre regard aussi sur ce qu'on appelle les seniors,
la question de l'accès des jeunes au travail, et puis vos rêves, je ne les répète pas, mais on les a bien en tête. Merci beaucoup, Vincent. Nous allons accueillir maintenant eh bien, un jeune entrepreneur. Donc Félix Demont, merci de rejoindre aujourd'hui les Semaines sociales de France. Donc Félix, vous êtes un brillant et jeune entrepreneur. Vous sortez d'écoles prestigieuses, Polytechnique, Sciences Po, et vous avez décidé de vous investir professionnellement dans le champ du social et de l'engagement citoyen. Et vous avez co-créé une aventure originale tournée vers l'intérêt général, donc vendredi. Donc merci de nous rejoindre, merci de votre témoignage et de nous raconter ce qui vous anime et quels sont vos rêves. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien, donc je voulais juste vérifier ça. Oui, c'est le cas. Merci aux Semaines sociales de nous offrir, parce que je vais m'exprimer au nom de Vendredi, qui est une entreprise sociale, la possibilité d'échanger autour de la façon dont on rêve le travail et on essaye de le construire. C'est intéressant que mon intervention soit la dernière, puisqu'elle est un peu un lien entre celle de Marie et de Vincent, puisque ce qu'on fait chez Vendredi, c'est qu'on essaye de tisser des ponts entre deux univers, le monde de l'intérêt général et le monde de l'entreprise, du business classique. Et comment on le fait? On le fait par les salariés qui œuvrent sur leur temps de travail pour des actions d'intérêt général qui peuvent prendre diverses formes, mais notamment des missions en association auprès d'acteurs comme Solidarité Nouvelle, qu'on vient d'entendre. Et donc, c'est pour ça que ça a beaucoup de sens. Donc, moi, je m'appelle Félix, j'ai 30 ans. Ça fait 7 ans que je me consacre à ce projet que j'ai lancé à la sortie de mes études. Et je l'ai mené avec une intention qui est aussi un héritage de l'éducation que j'ai reçue, notamment dans des maisons jésuites, et de vouloir en fait me dire que ce qui avait le plus précieux, c'était mon temps et comment je pouvais le mettre au service des autres. La mission de Vendredi, elle est assez simple. En fait, la mission qu'on a chez Vendredi, c'est on porte une conviction très, très forte. C'est que face aux défis sociaux et environnementaux, on est tout à fait en capacité de résoudre les enjeux d'égalité femmes-hommes, d'accès à l'emploi, de sujet de lutte contre l'environnement, mais qu'un des gros problèmes dans la façon dont on a conçu notre système aujourd'hui, c'est qu'on a mis d'un côté le monde de l'entreprise, qui est dirigé de façon extrêmement simpliste, si on veut résumer les choses par en fait la notion de profit, et que en fait c'est l'alpha et l'oméga qui vient trancher des décisions, et de l'autre côté on a mis le monde associatif, de l'entrepreneuriat social ou du gouvernement de l'État, qui a une vocation d'intérêt général. Alors qu'en réalité, ces deux mécanismes vont créer plein de problèmes. D'une part, des externalités négatives. De l'autre côté, on va avoir des mécanismes de compensation. Et on a créé un autre problème, c'est que du coup, on va avoir des salariés qui vont aller travailler dans le monde de l'entreprise, principalement. Je ne parle pas des gens qui vont dans l'économie sociale et solidaire, qui vont dédier 80 000 heures de leur vie en fait, au travail. C'est à peu près le temps qu'on y passe. Et puis qui, à côté, vont être citoyens. Et nous, on a une conviction très, très forte chez Vendredi, c'est qu'il faut corriger ce modèle et il faut aller vers des organismes qui sont plus durablement efficients, c'est-à-dire faire en sorte que les entreprises prennent plus rapidement en compte les enjeux sociaux, environnementaux dans l'ensemble de leurs décisions, et aussi que les acteurs, qu'ils soient publics ou associatifs, aient des enjeux d'efficience plus fortes. Et nous, notre conviction, c'est que pour accélérer cette transformation de modèle, en fait, ce qui est important, c'est les gens, c'est-à-dire c'est nous, les citoyens, parce qu'en fait, les entités morales n'existent pas. Ce qui existe, c'est les individus qui les composent, et il faut que les individus qui les composent prennent en compte les enjeux sociaux et environnementaux dans toutes les décisions. Donc ça, c'est la vision très forte qui nous irrigue, et comment on la met en œuvre. Et donc, en fait, cette vision, elle se résume à notre conviction, c'est que chacun peut changer le monde sans changer de travail. Il y a plein de façons de le faire, on reviendra dessus. Et donc, la conviction qu'on a, c'est de se dire les salariés doivent pouvoir agir sur leur temps de travail pour mener des actions en lien avec les enjeux d'intérêt général. Moi, au début, quand j'ai monté ce projet, il y a un peu plus de 7 ans, l'idée force, c'était, j'étais étudiant et je me suis dit, bon, ben, ce qui serait intéressant, c'est que les stagiaires, quand ils rentrent dans le monde de l'entreprise, ils aient une partie de leur temps de stage en entreprise qui soit dédiée à des sujets d'intérêt général. Et donc, c'est ça le concept de Vendredi au départ, c'était des stagiaires, donc des jeunes,
plutôt issus de bonnes formations, qui rentrent dans des grandes entreprises prestigieuses. À l'époque, c'était des acteurs qui sont toujours nos partenaires, hein, comme Mazars, L'Oréal, Air Liquide, et de leur dire, vous êtes des entreprises, vous voulez des jeunes engagés, vous dites que c'est important d'avoir des citoyens engagés dans votre entreprise, laissez les temps, dans le cadre de la formation de ces jeunes, laissez-leur du temps, un jour par semaine, pour aller chez Emmaüs Défi, qui est un acteur qui travaille sur l'insertion, pour faire des missions en lien avec leurs compétences métiers, ou d'aller prendre du temps, pour prendre un autre exemple, travailler pour l'Institut Télémac, qui est une association qui fait l'accompagnement de jeunes de milieux défavorisés, mais c'est des jeunes en situation de réussite, pour les accompagner par du mentorat. Et de faire en sorte qu'un jour par semaine, donc ça faisait 25 jours sur les 6 mois de stage, ils puissent dédier du temps à l'intérêt général. Le concept a grandi progressivement. On a fait plus de 200 jeunes à peu près par an. C'est à peu près le rythme qu'on a aujourd'hui. Et en fait, les entreprises nous ont dit, c'est extrêmement intéressant votre modèle, mais on aimerait bien permettre à des salariés de le faire. Donc, on s'est dit, très bien, nous, on a cette vision depuis le début. Et donc, on a permis à des salariés en fin de carrière de dédier un peu plus de temps à des missions d'intérêt général avant de partir à la retraite, soit des missions à temps plein dans le cadre de transition, soit des missions un jour par semaine, la dernière année de carrière, pour découvrir le monde associatif avant de basculer dans le monde de la retraite, ce qui a énormément de vertus pour faire des transitions plus douces, garder les collaborateurs en fin de carrière motivés, les aider à préparer la suite de leur vie professionnelle, enfin leur vie personnelle, et on reviendra sur ce qu'est la notion de travail. Et petit à petit, du coup, on a fait ces modèles pour des gens en fin de carrière, on a fait des modèles pour des collaborateurs qui avaient 40 ans, 30 ans, dans des logiques de formation, ouverture au monde de l'innovation sociale, dans lequel il y a des associations, mais aussi des entreprises sociales. Je pourrais revenir là-dessus si ça vous intéresse. Et puis, petit à petit, les entreprises nous ont dit, c'est très bien de permettre à quelques collaborateurs de le faire sur leur temps de travail. Pourquoi pas l'étendre plus largement à tous les collaborateurs pour qu'ils aillent faire des missions d'association? Donc, c'est ainsi qu'on a développé d'autres formats d'engagement autour de mentorat de jeunes, de mentorat de demandeurs d'emploi, comme expliquait Vincent, des actions autour de mentorat d'entrepreneurs, mais aussi des actions d'activité en équipe, c'est-à-dire pouvoir organiser des collectes, faire des actions de ramassage de déchets ou de choses comme ça. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte, donc maintenant, aujourd'hui, on a 30 000 utilisateurs dans notre plateforme qui viennent de 160 entreprises. C'est des entreprises qui vont d'entreprises de Veja, par exemple, les chaussures, où il y a une cinquantaine de salariés, à des acteurs comme Decathlon ou Soprasteria. Et de l'autre côté, on a 1500 associations de toute taille dans toute la France. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'en fait, les collaborateurs souhaitaient s'engager. Ils avaient envie d'être utiles à l'intérêt général, mais souvent, ils avaient des freins. Je n'ai pas de temps, je ne me sens pas légitime pour agir et je n'y connais rien. Donc, on a développé beaucoup de formes d'engagement collectif pour lever ces barrières, mais aussi des nouveaux formats d'engagement. Et ces formats d'engagement, ça a été de dire, en tant que collaborateur, vous pouvez peut-être suggérer des idées d'actions sociétales que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise, par exemple pour lutter contre du gaspillage, on va dire alimentaire, du gaspillage de produits, revoir en fait des processus de recrutement, travailler sur des sujets égalité femmes-hommes, donc donner lieu à des idées et soutenir de la mise en place d'idées et de projets. 3 nouveaux sujets qu'on lance maintenant, c'est toute la logique de défi, c'est-à-dire de sensibilisation aux enjeux, donc des collaborateurs pour qu'ils comprennent les enjeux en fait de l'inégalité femmes-hommes en entreprise. Quels sont les chiffres aujourd'hui? Quels sont les biais de comportement qui expliquent en réalité qu'on va moins faire de promotion pour des femmes, les femmes vont moins prendre la parole en réunion, et comment faire transformer les comportements des collaborateurs. Donc, on travaille énormément là-dessus. Et ce qui est intéressant donc aujourd'hui, c'est qu'en fait, notre vraie vision chez Vendredi, c'est de dire en fait, la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, c'est l'affaire de tous. Pour accélérer, en fait, et nous, notre conviction profonde, c'est que les entreprises ont un rôle immense à jouer face sur les défis sociaux et environnementaux. Et en fait, c'est quelque chose sur lequel les collaborateurs les attendent, les candidats les attendent, même les actionnaires aujourd'hui, les clients. Et faisons en sorte de donner le pouvoir à tous les salariés pour accélérer cette transformation par une grande diversité d'actions dans lesquelles maintenant, il y a aussi des dons financiers, des collectes. Et on fait ça avec beaucoup d'enthousiasme. Et donc, moi, si vous avez des questions sur ce modèle, n'hésitez pas à le partager dans le chat. Et puis, pour revenir à un sujet un peu plus macro sur la notion du travail désirable, en fait, pour pas mal de chercheurs, le travail relève de plusieurs dimensions qui sont structurantes. Donc, il y a une dimension qui est un peu une évidence, c'est le travail, c'est un moyen de subvenir à ses besoins, donc en fait de bénéficier d'un salaire pour pouvoir vivre de façon décente. C'est une des parts du travail, ce n'est pas du tout la seule dimension, et c'est pour ça qu'on peut considérer que du travail de création bénévole, en fait, on peut parler de travail parfois parce qu'il y a d'autres dimensions. L'autre dimension du travail, c'est une dimension de sociabilisation
qui est extrêmement importante et qui explique que, par exemple, quand il y a des gens qui perdent une activité professionnelle, même s'ils ont du chômage, ce n'est pas du tout qu'une question de revenus, c'est aussi une question de lien social et du fait de voir d'autres personnes et qui est une dimension extrêmement structurante dans le travail. Troisième dimension du travail qui est très, très importante, c'est la dimension de développement, d'apprentissage, de grandir en tant qu'être humain. Et donc ça, c'est extrêmement important d'avoir un travail aussi stimulant qui apporte et qui fait qu'on va se développer par des responsabilités, l'apprentissage de nouvelles compétences, expertises. Et puis la dernière dimension du travail qui est très, très importante, c'est la dimension du sens. Donc, c'est-à-dire que le travail, donc ce qu'on réalise, ce qu'on crée, parce que le travail est un acte de création, en fait, est utile au collectif. C'est-à-dire que l'utilité au collectif est très large. C'est-à-dire que quand on va, par exemple, être femme de ménage, en fait, ça va être utile pour des gens. Donc, ça a du sens. Et la notion de sens, en fait, est très, très importante dans qu'est-ce qu'on produit. Et aujourd'hui, notre société, cette notion de sens est beaucoup challengée dans énormément de métiers de service où quelle est la finalité de ce que je fais. Et donc, ce qui est très, très intéressant pour nous en tant que ce qu'on essaye de créer chez Vendredi auprès de nos entreprises clientes, c'est de se dire comment on va reconnecter vos collaborateurs avec des questions de sens, d'utilité sociale et leur donner ensuite le pouvoir d'agir pour agir soit en externe, en soutenant des associations par exemple, soit en interne, en se sensibilisant et en mettant en place des nouvelles pratiques dans votre entreprise. Voilà un peu sur moi ce que je souhaitais évoquer. Je ne sais pas trop s'il me reste du temps, mais si vous avez des questions dans le chat sur notre modèle, sur ce qu'on propose, voilà, sachant que notre plateforme est aussi ouverte à tous les citoyens. Donc, il s'avère qu'il y a des retraités qui viennent dans notre plateforme, hein, parce que ce qu'on propose, pour être très concret, c'est une plateforme dans laquelle on va retrouver des milliers d'actions dans toute la France. Et donc, cette plateforme, puisqu'on est une entreprise sociale, on a la vocation de la laisser ouverte. Donc, elle est ouverte à des étudiants, elle est ouverte à des demandeurs d'emploi, elle est ouverte à des retraités. Et donc, si ça vous intéresse de trouver des moyens de vous sensibiliser ou d'agir, en fait, cet outil qu'on crée, on le met à disposition du plus grand nombre. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public, mais s'il y en a, n'hésitez pas. Et je ne sais pas, Arnaud, ça fait combien de temps que je parle? Non, c'est parfait. Félix, un très, très grand merci. Également vraiment pour ton témoignage extrêmement stimulant et pour voilà, l'exemple aussi que tu mets sur la table et cet alignement. Tu fais bouger le modèle, hein. Tu nous invites à accélérer la transformation d'un modèle, à désiloter, à considérer qu'il n'y a pas d'un côté évidemment les managers, les sachants, les collaborateurs, le monde associatif, mais que là aussi tout est lié, si je puis dire, et que c'est bien en désilotant et en établissant de nouvelles manières de travailler ensemble qu'on pourra avancer. Donc, comment relier toutes ces parties prenantes? La dimension de sociabilisation aussi me paraît déterminante. La question du sens que tu poses. Il y a énormément de pistes. Ce que je vous propose peut-être, parce que c'est très frustrant pour tous les participants d'avoir écouté Marie, Vincent et Félix et de ne pas pouvoir, hélas, interagir comme on le rêverait. On va peut-être casser un peu, prendre un peu de retard, mais voilà, je vous propose en direct, amis semainiers des semaines sociales, que vous nous envoyez peut-être à la volée quelques questions pour Marie, Félix et Vincent. Et puis, de manière un peu arbitraire avec Bastien, on se tournera ensuite vers Marie, Vincent et Félix et on leur posera à chacun une question. Voilà, ce qui sera une manière de rebondir. Et puis après, on reprendra le fil de notre atelier. Donc, je vous laisse peut-être quelques petites secondes, minutes pour poser des questions à Marie, Félix et Vincent. Et puis, on en fera part au collectif. Et puis, comme on est un peu moins nombreux que prévu, n'hésitez pas finalement à prendre la parole en désactivant votre micro si vous le désirez. C'est souvent plus simple et plus rapide que de taper sur le clavier. Peut-être, justement, je rebondis sur ce que vient de dire Bastien, on va reprendre peut-être l'ordre tranquillement de nos témoignages. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une, si je puis dire, voudrait poser une question directement à Marie?
Xavier, je vous vois à l'écran, peut-être non. Il y a une question de Geoffroy, si ça vous aide sur ce qu'on fait chez Vendredi. Est-ce qu'on les aide à réfléchir à leurs raisons d'être et qui elles sont? Donc, je peux répondre à ça. On va commencer par Félix. Vas-y, Félix. Ça libère les langues. En fait, chez Vendredi, il y a énormément d'entreprises qui sont assez désœuvrées sur les questions de RSE, donc responsabilité sociale des entreprises, et qui viennent nous dire en disant on a envie de faire des choses, on ne sait pas comment s'y prendre. Et donc, nous, on ne travaille pas sur la question directement de la raison d'être ou de devenir une entreprise à mission, mais on va leur dire comment vous pouvez définir des grands axes d'engagement, les rendre, donner un espace d'engagement pour les collaborateurs et les rendre très concrets et tangibles. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la plupart des entreprises, on travaille avec beaucoup de petites entreprises de moins de 200 personnes, viennent nous voir en disant on aimerait bien faire des choses. Et donc, on leur explique sur les sujets sociaux, environnementaux, sociétaux, il y a un peu des fondamentaux, l'égalité femmes-hommes, le handicap, le lien intergénérationnel, l'empreinte carbone numérique, la sensibilisation 360 aux enjeux environnementaux. Et l'égalité des chances, parce que ça intéresse souvent beaucoup d'entreprises. Si vous êtes actif sur une verticale spécifique, donc quand on va travailler évidemment avec Decathlon, on va rajouter des dimensions dans le sport, mais quand on va travailler avec des acteurs, par exemple, comme je vais essayer de retrouver, pas comme Veja, on va travailler sur la question de la mode éthique. On va rajouter quelques grandes causes et on va le faire avec eux. Puis après, on va leur dire comment vous créez un espace d'engagement clair. Donc, donnez du temps à vos collaborateurs. On fait des benchmarks en disant soit un jour par an, soit 2 jours, voilà, sur lequel les gens vont pouvoir avoir du temps pour se consacrer à ces sujets, soit en interne, soit en externe. Et ce temps-là va être monitoré dans notre plateforme ensuite. Et la troisième dimension, c'est définissez un peu des grands axes d'engagement. Est-ce que les gens vont pouvoir aller faire des missions d'association, faire de la sensibilisation, faire des activités en équipe, des dons financiers, pour rendre tout ça tangible. Donc, on ne travaille pas directement sur la notion de raison d'être, mais on va accélérer ces logiques-là et aussi souvent les rendre concrètes quand elles existent. Merci Félix. Et la petite dernière question, je vois aussi sur le chat encore par Geoffroy. Pourquoi ce nom Vendredi? D'origine les stagiaires, c'est pour ça? Alors, au début, c'était du 1 jour par semaine, donc c'était notre modèle sur les stages. Donc, il y avait cette notion du vendredi. Vendredi, c'est un jour qui est travaillé, mais différent dans l'esprit des gens. Ça se retient bien. C'est aussi un roman de co-apprentissage où 2 univers très différents se rencontrent et en sortent mutuellement grandis. Et puis aussi, c'est un jour saint dans plusieurs religions. Donc, on trouvait que ça avait du sens. Ok. J'ai une question pour Marie. J'ai énormément apprécié ce que vous avez dit. Quand on est responsable dans une entreprise ou DRH, comme vous l'avez expliqué, et il s'agit de réintroduire de l'humain, mais c'est souvent des petits pas qu'on arrive à faire et parfois aussi des défaites ou des reculs. C'est-à-dire que une chose est d'écouter les collaborateurs, de proposer des initiatives qui correspondent à ce qui est souhaitable. Et puis parfois, dans une entreprise, il y a aussi des crises et il y a des problèmes où il est difficile de maintenir le temps un peu long de la discussion avec les collaborateurs et il faut agir beaucoup plus rapidement et parfois ce sont des défaites d'une certaine manière. C'est difficile à vivre. Oui, après, je pense que le maintien du dialogue et de la discussion, il faut peut-être aller vite, mais on sait que c'est jamais un temps perdu. Et pour avoir vécu dans plusieurs entreprises et là où on s'épargne ce temps de discussion, où on pense qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'en avoir 3 et qu'une, ça pourrait suffire, parce que souvent, c'est une histoire d'agenda, effectivement. On se rend compte que cet impact temps, on le retrouve après. Donc oui, c'est vrai, mais nous, on plaide, enfin moi, je plaide beaucoup et avec les équipes avec qui je travaille pour que cette prise en compte et qu'on ait ces plateformes d'échange et de discussion avec les représentants du personnel, mais avec d'autres audiences, parce qu'il n'y a pas qu'un partenaire élu représentatif ou un partenaire délégué syndical qui permet justement, quand il y a une situation critique, de désamorcer la situation. Et on s'est effectivement rendu compte par plein d'exemples qu'il faut avoir d'autres plateformes et que c'est souvent via ces autres plateformes qu'on arrive justement
à propager, à clarifier, à donner le sens de l'engagement en entreprise. Donc, oui, vous avez raison, Laurent, ce n'est pas toujours le cas, mais dans la mesure du possible, il vaut mieux y passer un certain temps et avoir des délais longs. Et par exemple, la crise du Covid en ce moment nous montre qu'il faut être résilient et avoir de la persévérance dans la durée parce qu'on a vécu déjà quelque chose de difficile, mais je ne suis pas sûre que ce soit complètement fini et qu'on risque d'être à nouveau dans une période très tendue. Donc, c'est un peu ma croyance. Merci Marie. Je prolonge la question et votre réponse en prenant la question de Claire qui rebondit sur ce que Laurent vous demandait. Claire dit il s'agit donc d'oser, comme vous guider les personnes hors de l'entreprise, mais aussi de les accompagner une fois que la personne n'est plus dans l'entreprise. Est-ce que vous pourriez peut-être préciser cette manière possible d'accompagner les personnes une fois qu'elles ne sont plus dans l'entreprise? Et puis, il y a une autre question, Marie, qui vous est destinée. Est-ce que Clarins est une entreprise à mission ou pas? Voilà. Et quelles sont vos réflexions sur le sujet? Merci. Sur le premier sujet, sur comment aider les collaborateurs quand il y a sorti entre guillemets des effectifs et qu'on dit ben voilà, on a fait un bout de chemin ensemble, maintenant il y a peut-être une autre aventure qui s'engage. Et ça, je l'ai vécu personnellement dans plusieurs expériences professionnelles. Je peux vous donner le premier exemple qui m'avait rendu très fière. C'est quand un collaborateur, quand j'étais dans la construction, avait une déclaration d'inaptitude professionnelle, donc effectivement une incompatibilité à poursuivre la collaboration parce qu'il y avait ce point d'incapacité. On lui a permis, on a financé ça, l'entreprise a financé ça, 1 mois d'expérience professionnelle dans une entreprise partenaire qui était un de nos sous-traitants. Et ce mois d'expérience professionnelle, elle lui a permis de découvrir cette entreprise, mais aussi un autre métier. Et on a réussi à financer la formation et à ce qu'il soit embauché par ce partenaire ensuite, à l'issue du licenciement chez nous. Donc ça, c'est un engagement qui va au-delà peut-être de la mission au service de l'entreprise, mais c'est quelque chose qui a été bénéfique et c'est effectivement faire face à une situation d'échec, mais comment on rebondit pour derrière l'encadrer. Aujourd'hui ou au quotidien, sur des populations un peu différentes, dans toutes les situations un peu difficiles où on peut avoir des situations un peu de négociation de sortie, il y a quand même un mécanisme qui est important et qu'il ne faut pas sous-estimer. Souvent, dans les collaborateurs, on se dit tout est une histoire de transaction et c'est de montant financier dont on parle. Mais nous, et moi, je mets un point d'honneur à dire dans toute discussion sur une fin de contrat, le financement direct par l'entreprise d'actions d'outplacement, pour moi, est clé, que ce soit, alors vous allez dire, vous achetez le suivi par quelqu'un d'autre. Non, moi, je préfère souvent, et je mets un point à financer cette action d'accompagnement à l'issue de la fin du contrat de travail, plutôt que d'augmenter l'indemnité financière qui va aux collaborateurs. Parce que je suis convaincue que notre rôle continue. Il ne s'arrête pas quand personne sort de l'entreprise et qu'il faut qu'on l'aide à se réinsérer et que l'objectif n'est pas qu'il aille nourrir à long terme les effectifs de Pôle emploi et du chômage. Donc ça, c'était pour répondre à la première question. La deuxième, dans votre deuxième point, alors, je ne suis pas là parce que Clarins m'a demandé d'être là, mais c'est vrai que j'ai choisi d'aller travailler dans cette entreprise et j'ai eu ce choix, une candidature pour rentrer dans ce groupe. Et toutes les initiatives que Félix présentait, j'ai la chance d'être dans une entreprise où c'est un projet incarné, où l'entreprise a changé sa mission, a changé son statut d'entreprise pour justement intégrer sa mission. On a une équipe qui est 100% dédiée aux actions RSE, mais qui s'incarne à la fois par notre façon de produire, où on a une vraie démarche en cours de certification Bicorp, donc ça parlera à Félix aussi, je pense. C'est un processus qui est lourdement engagé, parce que c'est des actions très, très, très longues. Et on entend, la mission de l'entreprise, vous la verrez sur leur site, je ne vais pas en faire la promotion là, et il y a une promesse derrière associée, elle est vécue du début à la fin de notre cycle de production. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette entreprise, parce qu'avant, je travaillais dans le secteur de la microfinance où j'avais un autre levier
d'engagement, et c'était particulièrement dans les pays en voie de développement. Et j'avais envie de passer dans une entreprise, effectivement à but lucratif, ce n'est pas une association, mais pour autant, qui a un sens de l'engagement et que cet engagement soit incarné en interne, tant par le cycle de production que par l'engagement des collaborateurs, etc. On met énormément de moyens au service de nos collaborateurs, énormément. Merci beaucoup, Marie, et merci pour ces questions. Toujours un peu frustrant parce qu'on a prolongé. Félix, vous aviez peut-être envie de donner un complément d'information ou d'échange ou un rebond, et puis après, on va passer à la prochaine partie. Je trouve très intéressant ce qu'a évoqué Marie sur la logique de Bicorp. Donc, je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce qu'est Bicorp, mais c'est un mouvement d'auto-certification d'entreprise avec énormément de critères. C'est une auto-labellisation qui est quand même vérifiée en externe sur un très grand nombre de critères qui vont de la gouvernance de l'entreprise, de la façon dont on produit, de dimension sociale. C'est un mouvement qui a été pas mal lancé aux États-Unis et qui arrive en France avec des entreprises comme Patagonia au départ. Et c'est la preuve qu'il y a une vraie transformation de l'entreprise. Et aussi, derrière cette question du travail désirable, l'entreprise se questionne. Elle se questionne parce que les salariés la remettent en cause. Et Bicorp, c'est une logique qui est très participative en interne et qui va impliquer toutes les parties prenantes, internes, externes. Et je vous invite à aller regarder ce mouvement parce que je pense c'est plus concret et tangible que des notions d'entreprise à mission, puisque derrière, il y a beaucoup de critères. Moi, j'avais en fait juste un rebond parce qu'il y a quelqu'un qui demandait si on intervenait dans toute la France, enfin en province. Du coup, oui, nous intervenons dans toute la France. On a des partenaires qui couvrent tout le territoire national, 30 000 personnes qui s'engagent. Donc, c'est complètement le cas. Et il y avait une notion de compte épargne-temps, d'accompagnement sur des logiques de fin de carrière. Enfin, c'est des choses qu'on fait très bien avec des modalités différentes et on aide les entreprises à structurer la démarche d'un point de vue cadre légal, cadre fiscal, puisqu'il y a des incitations fiscales au mécénat de compétences, c'est comme du don financier, sauf qu'en face, à la place de donner directement de l'argent, on donne du temps qui est pris en charge par l'entreprise, donc il y a de la défiscalisation à 60%, et on aide après à la mise en place, c'est-à-dire aider les collaborateurs à découvrir ce qu'est le monde de l'économie sociale et solidaire, trouver des premières missions, s'acclimater à ces environnements qui sont parfois assez différents. Donc, avec plaisir, je peux vous mettre mon mail en copie si vous avez des questions. Donc, voilà, c'est partagé. Et après, il y avait une question sur la logique de l'expérience collaborateur et de la logique plus participative qui est de rendre le travail désirable. Et je pense que c'est des démarches qui émergent dans les entreprises. Je pense qu'elles sont très riches quand c'est du collaboratif, si on donne vraiment le pouvoir aux gens. Et nous, il y a un principe qui est… si vous êtes intéressé par des théories du management, il y a des théories par Frédéric Laloux sur l'entreprise libérée et comment on fait pour donner le pouvoir à des personnes en local d'agir. Et donc, en fait, pour moi, toutes les logiques de participative, elles sont extrêmement porteuses de sens si, en fait, on donne, au-delà de juste de solliciter sur des idées, on donne de pouvoir aux gens d'être responsables de la façon dont ils entreprennent chacun leur métier. Et donc, ils aient la responsabilité de leur prise de décision, la responsabilité de leur budget, la responsabilité vraiment au niveau local, ce qui est vraiment source d'épanouissement personnel parce que c'est traiter les gens comme des adultes plutôt que les infantiliser, ce qui existe dans le monde de l'entreprise, mais pas que, puisqu'à l'école, on infantilise aussi beaucoup les êtres humains, et donc partout. Et donc, toute la logique qui est intéressante et en tant que dirigeant qu'on essaye de s'appliquer, c'est de se dire comment on donne le pouvoir d'agir aux gens et on les responsabilise vraiment. Et ça nécessite aussi de les accompagner dans cette responsabilisation. Mais je pense que Marie aura peut-être des choses à dire là-dessus aussi. Merci Félix. Je vais peut-être être frustrant pour tout le monde, mais voilà, le petit maître des horloges. Marie, Vincent, Félix, un grand merci à nouveau. On va basculer dans la deuxième grande partie de cette matinée. Donc, le temps du travail en petits groupes. Donc, nous allons, et vous allez débattre, échanger et rêver ensemble. Donc, je vais me tourner vers Bastien qui va vous préciser un petit peu la méthode et comment nous allons travailler donc, et nous répartir en groupe et en atelier. Voilà. Merci. Quels sont mes rêves aujourd'hui? Donc, on vous propose de partager plutôt en groupe de 10-11 personnes et écrire son rêve à la fin de ces temps de partage, de discussion. Donc, je vais vous donner les quelques infos.
tout d'abord, le déroulé, donc on a un peu dépassé les horaires, mais n'hésitez pas à faire 2 tours de table sur d'abord votre présentation, votre rêve, et vous aurez un animateur pour ça, pour faire les tours de table. Et ensuite, débattre sur les 10 propositions qui seront affichées ensuite par l'animateur, 10 propositions, et débattre autour des propositions qui vous semblent les plus importantes. Et qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous fait le plus rêver, qu'est-ce qui vous semble réalisable, voilà. Et qu'est-ce qui vous donne envie. Donc, je vais faire 5 groupes. Il y a 4 animateurs de sous-groupes. Donc, ne vous inquiétez pas, les sous-groupes se font aléatoirement. Les animateurs, si vous êtes 2 dans le même sous-groupe, je vous transfère juste après, une fois que j'ai fait le partage. Donc, vous allez avoir 2 indications. Donc, les animateurs de sous-groupe vont pouvoir vous partager leur écran avec un document qui s'appelle le Framapad et qui, en fait, vous serez tous connectés via ce lien que je vais vous donner dans la description. C'est mieux qu'il n'y en ait qu'un seul ou 2 dans le groupe qui ouvre le lien. Pour écrire dedans, vous allez avoir une couleur spécifique qui va être imposée dans le Framapad. Comme ça, vous reconnaîtrez votre écriture de ce groupe. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire? Pendant tout ce temps de sous-groupe, vous avez un petit onglet que vous allez avoir pour demander de l'aide. Et dans ce cas-là, nous, on arrive dans le sous-groupe pour vous aider techniquement ou aussi bien sur des questions d'organisation. Et on essaye, le temps est assez long, vous allez avoir quasiment 2 heures de sous-groupe, donc n'hésitez pas, on vous propose de faire une petite pause vers 11 heures de 15 minutes pour aussi que tout le monde prenne le temps de recul avant de débattre et de partager encore ses opinions. Et on se retrouve du coup on va dire, on s'est décalé de 10 minutes, donc on peut se retrouver à 12 heures à 12h30. Et pour ça, c'est moi qui vais imposer la fin du sous-groupe. Et vous aurez 60 secondes, donc 1 minute, pour clôturer et vous dire au revoir. N'hésitez pas à noter vos sous-groupes, le numéro de votre sous-groupe qui s'affichera à côté de votre nom dans l'onglet participants. Et je crois que c'est tout pour moi. Voilà, donc merci beaucoup et n'hésitez pas à cliquer sur demander de l'aide, on viendra à la rescousse. Merci aux animateurs, animatrices Odile, Geoffroy, Laurent et un autre Geoffroy. Et il y aura certainement un groupe sans animateur, je vous laisserai décider entre vous qui prend un peu en main le groupe et surtout prendre l'animation du Framapad, dont voici le lien. J'ai écrit qu'à Marie-Hélène, je vais écrire à tout le monde, ça va être mieux. Voici le lien. Et donc, c'est pas mal qu'il n'y en ait que deux maximum, même c'est mieux que ce soit que l'animateur qui ouvre ce lien-là pour pouvoir le renseigner et restituer vos réflexions. Merci, bonne réflexion à tout le monde. Hop. Et vous pouvez accepter de joindre le groupe dès que c'est créé. Voilà. Il faut ouvrir le Framapad avant? Oui, vous l'avez aussi après. Dans la conversation, elle sera toujours affichée. OK. Donc, allez-y, vous pouvez rejoindre. Et moi, je vais vous... Alors, Odile. Parfait. Donc là, normalement, tout le monde est en salle. Voilà.
Donc moi, je suis dans une salle ici, mais je me suis mis en test. Et là, ça a commencé. Donc là, on a Geoffroy qui est dans la salle 1. Ouais, en fait, ça marche pas bien. Dans la salle 1, il y a Geoffroy qui anime le groupe. Là, Ils ne nous entendent pas. Non. Enfin, nous, on est dans le groupe de discussion global. D'accord, c'est super. Ça, c'est un petit... Ça, c'est un logiciel. Ouais, c'est logiciel, en fait. Je me dis, mais comment Alors, j'ai l'impression qu'ici, on n'a pas... Donc, en salle 3, on a Laurent qui anime. En salle 4, il n'y a pas d'animateur. Du coup, je vais aller rejoindre le groupe pour savoir si tout va bien. Et Geoffroy qui fait la salle 5. Voilà. Et normalement, chez nous, tu vois, ici, je me rends compte qu'il y a 4 participants qui n'ont pas accepté ou qui n'ont pas été dans la... Tu vois, Daniel, il n'est plus dans son ordi. Et qu'il n'a pas été transmis dans un groupe. Mais le problème, c'est que je sais pas... J'ai cherché un café. Moi, j'ai de l'eau. Moi, ça va. T'as de l'eau? Ouais. Pourquoi pas. Merci. C'était super intéressant. Bon, c'est sûr que là, le temps, ça mérite. Consultation hospitalière. Vous n'entendez pas? Bonjour, surtout à tous et à toutes. Merci pour toutes ces temps de partage. On a pu passer... tiens, on peut retirer un masque, ce sera plus cordial. On a pu passer avec Arnaud un peu de discussion en discussion. Ça a été, je pense, très fructueux. Et de partager de vive voix comme ça entre vous a dû être un échange assez interactif qui devait être assez fructueux, j'imagine. Tu veux peut-être nous dire 2 mots ou non, c'est à moi. Oui, non, c'est à moi. Eh ben, j'espère que tout le monde est bien revenu sur... oui, je crois que ça y est, puisque de toute façon, les petites salles de travail se terminent automatiquement. Je vous propose à chaud de vous lancer un sondage où on a à nouveau la liste des 10 propositions et individuellement de cliquer donc sur les 3 propositions, maximum 3, ou si ça peut être une seule ou 2, ou maximum 3 propositions qui vous ont le plus tenu à cœur, qui semblent les plus importantes pour vous. Voilà, vous allez voir apparaître le sondage tout de suite. Il y a bien les 10 propositions. Et donc, je vous laisse ah non, ça y est, je le lance.
je vous laisse cliquer. Il y a une petite barre déroulante, puisque toutes les propositions ne tiennent pas sur la fenêtre. Donc, n'hésitez pas à descendre avec la barre déroulante si les 10 propositions ne s'affichent pas. Voilà, petit sondage à chaud pour savoir quelles ont été les propositions qui ont été pour vous, les propositions qui vous tiennent le plus à cœur, qui ont été source de beaucoup de discussions, j'imagine, en sous-groupe. Nous, on a le résultat là qui s'affiche au fur et à mesure de vos réponses. On a aussi le nombre de participants. Laissez le temps à tous et à toutes de participer. Voilà. On attend encore un petit peu. Là, il y a 65% de personnes qui ont répondu. Et bien sûr, il y a eu, vous avez pu vous-même ajouter dans le Framapad des propositions et on continuera forcément avec ces contributions, même individuelles, à les récolter et pour que les semaines sociales de France continuent à donc réfléchir, à s'investir sur ces questions et propositions surtout. Très bien. Je pense que je vais mettre fin au sondage. Il semble que tout le monde a répondu. Mettre fin au sondage, afficher les résultats et Arnaud, je te laisse peut-être prendre la parole pour commenter et rassembler toutes vos réponses. Je ferme le sondage. Alors, partageons les résultats. Est-ce que tout le monde les voit? Je peux le mettre en plus grand. Et le 10, il n'y a pas de 10. Ah, il est en dessous. Il est en dessous. Voilà, tout le monde doit voir le sondage devant leurs yeux. N'hésitez pas à ouvrir la fenêtre en grand si vous le voulez. Est-ce que vous le voyez tous et toutes? Je crois que je le découvre avec vous. Alors, je lis avec vous. Donc, ce qui semble être en tête spontanément, c'est l'enjeu de l'accueil et de l'intégration des jeunes. La question, évidemment, de l'attention aux défis sociaux, pauvreté, salaire décent, la question du sens, l'équilibre de vie professionnelle, personnelle, la question aussi du risque, prendre le risque du changement, l'enjeu de la formation. Alors, je suis peut-être pour ma part étonné du peu de score de l'enjeu égalité femmes-hommes. Et puis, mon cher Geoffroy, l'engagement en tant que représentant du personnel est moins prégnant. C'est le principe de sondage. Ce qui me frappe, et ce qui dit aussi la cohérence de tout cela, c'est avec Bastien, on tournait, si j'ose dire, un petit peu d'un groupe à l'autre au cours de vos travaux en groupe. On a tout le temps entendu ce mot de bien commun, voilà, dans vos réflexions. Et on a trouvé beaucoup de problématiques, et ça ne nous étonnera pas ici, dans ce cadre de la part de Semaine et des Semaines sociales, combien vous avez abordé cette question du travail au service, pas simplement de l'épanouissement personnel, mais vraiment du bien commun. Et il y avait même des distinguos assez forts qui étaient faits par tel ou tel sur une société qui convoque de plus en plus le bien-être, l'épanouissement personnel, etc. Et beaucoup d'entre vous, évidemment, rappelaient l'enjeu de faire société, de
vivre ensemble et s'il s'agit d'oser rêver un avenir, c'est bien un avenir où chacun est invité dans sa relation avec soi, bien sûr, mais évidemment avec les autres et avec l'environnement. Donc, on retrouve là tous les grands principes de la doctrine sociale du christianisme, de l'Église. Donc ça, c'est des choses qui nous ont frappés avec Bastien. Et puis, beaucoup dans vos groupes avaient évoqué aussi, bien entendu, la question de l'inclusion. Rêver le travail, c'est inclure, inclure et inclure. Vincent Godbout, ce matin, à travers lui, portait le témoignage des personnes au chômage, en recherche d'emploi, qui n'ont pas accès au travail. Donc voilà, ça c'était un point clé. Et puis il y a eu d'un groupe à l'autre aussi d'autres types de combats qui étaient évoqués, différentes natures, comme on dit, de minorités sexuelles ou de minorités, voilà, quelle qu'elle soit, voilà, d'être très attentif aux questions de l'inclusion pour penser et rêver le travail. Je ne sais pas, Bastien, si tu as des choses, ou tel des groupes, hein, là on est ensemble, je découvre comme vous ce sondage. Est-ce qu'il y a des choses qui vous frappent ou qui vous frapperaient spontanément dans ce premier petit résultat de sondage? Peut-être 2 mots de notre côté, on a beaucoup insisté sur les seniors. Donc, on reprend évidemment tout ce que tu as dit, mais les seniors ont mobilisé une partie de nos réflexions sur la nécessité de s'intéresser à leur employabilité. D'accord. Et j'imagine, du coup, vous avez pu constituer beaucoup de réponses dans les Framapad. Alors, je l'ai ouvert tout à l'heure, il était en train de se remplir de toutes les couleurs par les sous-groupes. Merci, hein, j'ai l'impression que ça va être une belle... une belle base de travail, d'avoir constitué finalement cette restitution sur les réflexions, sur les propositions et d'en amener d'autres, de pouvoir rêver encore. Moi, voilà, je voudrais rêver à une inclusion des migrants. Oui. Oui. Et merci pour ce rêve. Et j'espère qu'il y en a eu. D'ailleurs, vous avez raison, monsieur, c'était un des points, si ma mémoire est bonne, que Pierre Martineau-Lagarde évoquait ce matin, la question du travail des migrants, à la fois de l'accueil, évidemment, et de leur intégration, mais aussi du travail des migrants. C'est un point très important qu'on mettra aussi dans les contributions. Moi, je voudrais... Oui. Dans notre sous-groupe, les plus jeunes d'entre nous ont attiré l'attention sur le fait que la jeune génération est très, très sensible à la question de la RSE, du sens du travail, et que les choses vont changer à l'intérieur des entreprises par les jeunes qui sont baignés là-dedans depuis le début. Et je crois que c'est très important que dans les entreprises, les jeunes aient la place pour développer tout ce à quoi ils croient, même s'ils sont pas toujours bien avancés dans la hiérarchie des entreprises. Et je crois qu'ils peuvent apporter beaucoup dans les entreprises, dans les organisations, que ce soit du secteur privé ou du secteur associatif ou même de l'éducation nationale, pour faire bouger les choses en apportant leur vision qui est tonique, rafraîchissante et qui peut vraiment faire changer les choses. Je vois Bastien qui hoche la tête. Oui, en effet, ça me parle aussi. Je suis jeune travailleur, ça fait que 5 ans que je suis actif, on va dire. Et c'est vrai que j'attends encore beaucoup, presque trop, je pense, de manière passive, mais quoi, ça peut aussi venir de nous, de demander aux entreprises d'avoir ces contributions et surtout cette notion durable sur l'emploi et aussi sensé, avec du sens sur comment on travaille actuellement. Je vous propose de continuer à rêver. C'est quand même le thème des semaines sociales cette année. Osons rêver de l'avenir des hommes et de
j'ai oublié le dernier, et de la planète et de la Terre, exactement. Et ben, osons rêver, on continue à rêver. Vous pouvez accéder à un Google Form, donc un formulaire pour contribuer personnellement. Je vous transmets, j'ai fait pas tout le monde, je vous transmets le lien dans la discussion. C'est un formulaire qui vous permettra de continuer à partager vos rêves individuels, quels qu'ils soient, et aussi demander des axes, des pistes de réflexion sur lesquelles vous voudriez que les semaines sociales se continuent à approfondir. Voilà, donc c'est un Google Form, vous le retrouverez sur votre session d'accueil quand vous vous êtes connecté aux semaines sociales, mais sinon le lien est directement dans la discussion, je vous laisserai l'ouvrir et inscrire vos rêves. Merci beaucoup Bastien. Écoutez, il me revient la joie de vous remercier vraiment chacune et chacun, de te remercier Bastien pour ton aide précieuse tout au long de la matinée, de remercier chacun et chacune des participants. Merci à nos différents intervenants, Marcel Raymond, Pierre-Martino Lagarde, Marie Krugler, Vincent Godbout, Félix Demont. Je crois qu'ils ont chacun à leur manière, ils nous ont aidés à réfléchir, à poser nos crayons, ils nous ont inspirés. L'exercice était frustrant parce que nous ne sommes pas ensemble, on est malheureusement encore par Zoom, etc. Même si c'était bon de voir ces visages et de pouvoir dialoguer, échanger entre nous. J'espère que vous avez quand même senti que nous étions à notre manière aussi une petite communauté ouverte et reliée à un projet commun dans une maison commune. En tout cas, j'ai senti cela et cela était bon et je vous en remercie. J'espère que nous nous retrouverons demain à nouveau derrière nos écrans ou en vrai à Versailles pour cette troisième journée de la 95e session des rencontres des semaines sociales de France. Tout le travail de tous ces ateliers ici, l'atelier travail va être maintenant, là on manque un peu de recul, mais va être collecté, débattu, enrichi. Et puis comme vous l'a donné Bastien, n'hésitez pas, via les liens qui viennent de vous être transmis, de poursuivre l'aventure, qui est une aventure collective chère aux semaines sociales. Donc on se donne rendez-vous à demain. Et puis merci infiniment, je vous souhaite une bonne journée et bonne route à tout le monde.